Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité ce vendredi 29 août, la ville de Gaza déclarée comme zone de combat dangereuse par Israël, qui pour autant n'appelle pas la population palestinienne à évacuer immédiatement. La défense civile palestinienne fait état de 33 morts depuis l'aube et les déplacements forcés continuent. En Thaïlande, dans un premier temps suspendue, elle est désormais destituée. La première ministre Paetongtarn Shinawatra refait les frais de sa gestion maladroite du conflit frontalier avec le Cambodge. Ainsi en a décidé la Cour constitutionnelle thaïlandaise. Enfin, c'est à l'ombre des drapeaux blancs que notre invité photographie l'Afghanistan. Le travail de Sandra Caligaro est exposé à partir de demain au festival Visa pour l'image à Perpignan. Notre invité nous livre ainsi la vie des femmes, tout à la fois résignée mais aussi résistante. L'armée israélienne annonce donc avoir ramené les restes des corps de 2 otages ce vendredi. Ilan Weiss et un autre dont l'identité n'a pas encore été révélée. Le fruit d'une opération militaire dans la bande de Gaza alors que l'étau se resserre chaque jour davantage sur la ville de Gaza. C'est l'objectif, vous le savez, du gouvernement Netanyahou qui entraîne un énième déplacement pour des dizaines de milliers de familles. Près de 700 jours après le début de la guerre, ils quittent le nord pour rejoindre le sud de l'enclave palestinienne. Sophie Goldstein. Ils ont chargé tout ce qu'ils pouvaient, qui sur des charrettes, qui sur des véhicules, dans leur exode vers le sud. Ces Palestiniens quittent à leur tour la ville de Gaza dans la crainte de l'intensification de l'opération militaire israélienne. C'est la 10e fois qu'on est déplacé. On va vers le sud. Ce matin, un drone a ouvert le feu, nous disant de partir parce qu'on était dans un endroit dangereux. On a dû partir, mais on ne le veut pas. La quasi-totalité des plus de 2 millions de Gazaouis a déjà dû quitter son logement au moins une fois en près de 2 ans de guerre, selon l'ONU. C'est difficile de dire ce que je ressens. Il y a de la tristesse et de la douleur. Nous voulons un cessez-le-feu. Nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix. Mais de cessez-le-feu et encore plus de paix, il n'est toujours pas question. La nuit a été courte. Le secrétaire général de l'ONU réitère ses mises en garde à défaut de parvenir à faire cesser les hostilités. Gaza est jonché de décombres, jonché de corps et jonché d'exemples de ce qui pourrait constituer de graves violations du droit international. Les otages pris par le Hamas et d'autres groupes doivent être libérés et les traitements atroces qu'ils ont été contraints de subir doivent cesser. Les civils doivent être protégés. Les blindés de l'armée israélienne attendent les ordres. Pour le ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich, opposé à un accord avec le Hamas, l'annexion de davantage de territoires à Gaza est un levier, dit-il, pour amener le mouvement islamiste palestinien à rendre les otages. Pour sa part, le Hamas fustige un soutien ouvert à la politique de déplacement forcé et de nettoyage ethnique du peuple palestinien. Et si la pression internationale s'accroît sur Israël en raison de sa conduite de la guerre, le Royaume-Uni en rajoute avec l'exclusion aujourd'hui de responsables gouvernementaux israéliens d'un salon de l'armement. Marie Billon, vous êtes avec nous depuis Londres. Expliquez-nous pourquoi cette décision a été prise et puis comment a-t-elle été perçue sur place ? Alors, le gouvernement britannique a décidé d'utiliser cette manière pour formuler à nouveau son mécontentement face à l'intensification du conflit à Gaza. Il faut une solution diplomatique, a redit le porte-parole du gouvernement britannique, en annonçant donc que la délégation officielle, c'est-à-dire les représentants du gouvernement israélien, ne seront pas les bienvenus au salon de l'armement qui se tient à Londres le mois prochain. Londres a réitéré son appel à un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages ainsi qu'un accroissement de l'aide humanitaire. Tel Aviv a réagi en critiquant un acte de discrimination regrettable, ce sont ces mots, et en ajoutant que cela politise un salon qui est dédié aux professionnels de la défense. Ce salon de l'armement est à la fois pour les délégations gouvernementales mais aussi pour les compagnies privées. Et d'ailleurs, Tel Aviv a précisé que même si elle a décidé en mesure de rétorsion de ne pas installer de pavillon israélien dans ce salon, les entreprises privées qui, elles, veulent quand même se rendre au salon de Londres le font avec leur accord
accord. Cette décision du gouvernement britannique d'exclure la délégation israélienne n'était pas attendue, mais elle est majoritairement bien accueillie car la majeure partie de l'opinion publique est critique des méthodes d'Israël et de l'intensification du conflit à Gaza. Merci beaucoup Marie Billon pour ces précisions. Sur le dossier du nucléaire iranien à présent, face à l'impasse des négociations, Paris, Londres et Berlin ont déclenché le snapback. C'est un mécanisme qui permet de réimposer les sanctions internationales contre Téhéran puisqu'elles étaient suspendues depuis 10 ans. Ce processus dure 30 jours. Les ministres des Affaires étrangères des 3 pays affirment qu'ils vont d'ailleurs pleinement utiliser cette période pour négocier avec l'Iran. Kylian Chaput. Après des mois de menaces, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne intensifient leur pression sur l'Iran. Selon eux, le pays ne respecterait pas ses engagements nucléaires pris lors d'un accord en 2015. Ils prévoient un encadrement et une surveillance du programme nucléaire iranien. Or, selon eux, Téhéran chercherait à se doter de l'arme atomique. Les 3 pays européens laissent 30 jours à l'Iran pour se mettre en règle et négocier. La porte de la diplomatie et de la négociation n'est pas fermée et il appartient à l'Iran de se mettre en conformité avec ses obligations. Notre objectif, c'est bien d'obtenir par la négociation un encadrement strict du programme nucléaire de l'Iran et de ses activités déstabilisatrices. Passé ce délai, les sanctions contre l'Iran, suspendues en 2015, pourraient être rétablies par l'ONU. Il s'agirait d'embargos sur les armes, sur les équipements nucléaires et des sanctions visant les institutions financières, selon Jean-Noël Barrot. De son côté, l'Iran dénonce une décision injustifiée et illégale des Européens. Point de vue partagé par la Russie, alliée de Téhéran. La Russie qui, ce matin, met en garde contre des conséquences irréparables, dit Moscou, en cas de nouvelles sanctions internationales contre l'Iran. C'est au tour du Danemark de renforcer son budget de la défense. Après la Pologne, les Pays-Baltes ou encore l'Allemagne, le royaume scandinave a décidé d'allouer près d'1,5 milliard d'euros supplémentaires à son budget défense 2026. Plus d'argent pour davantage soutenir l'Ukraine. Fidèle allié de Kiev, Copenhague a récemment donné son accord pour acheter des armes pour l'Ukraine provenant des réserves américaines. Tout cela dans le cadre de la récente initiative entre les États-Unis et l'OTAN. Il y a des coups de fil qui peuvent avoir un effet dévastateur. C'est le cas de celui donné le 15 juin dernier par la première ministre thaïlandaise au président du Sénat cambodgien, Hun Sen, et ce, en plein conflit frontalier entre les 2 royaumes.